Bonjour à tous, merci de m'accueillir ici, ça fait plaisir, vous êtes venus nombreux en plus, c'est chouette, j'espère ne pas vous décevoir. Donc aujourd'hui je vais venir vous parler d'une question qui brûle les lèvres de pas mal de gens, du moins la plupart du temps ça fait débat dans la communauté, c'est est-ce que Ruby est prêt pour être utilisé en entreprise ou pas? On verra qu'il y en a beaucoup qui pensent que non. Mais on va revenir là-dessus plus en détail. Avant tout, j'aimerais... alors, il faut juste que ça fonctionne. Dans un premier temps, j'aimerais vous parler un peu de religion. Ouais, c'est pas commun dans ce type de conférence, mais en fait, moi, je suis issu d'une famille assez multiculturelle. Ma famille paternelle est plutôt de culture musulmane, alors que du côté maternel, ce serait plutôt chrétien, catholique. Moi, je suis athée personnellement et je m'intéresse quand même beaucoup aux différentes religions, à la culture en général, plus du côté philosophique que théologique en fait. Et j'ai remarqué qu'en fait, dans la plupart des religions, monothéistes, polythéistes, il y a toujours quelque chose qui revient, c'est cette espèce de quête d'une vérité, essayer de répondre à une question et toutes se complètent en fait pour répondre à une question fondamentale qui est en gros qu'est-ce que je fous là et comment je m'en sors? Et qu'est-ce que je fous là et comment je m'en sors? C'est une question qu'on se pose tous les jours dans la vie, mais qu'on se pose surtout, du moins moi, dans ma carrière qui n'est pas si longue, je me la suis déjà posée pas mal de fois. C'est quand je suis sur un projet, c'est à un moment donné, je dis qu'est-ce que je fous là et comment je m'en sors? Et comme pour les religions, en fait, si jamais on les prenait toutes, qu'on les étudiait, on pourrait peut-être trouver la réponse, on pourrait peut-être en déduire quelque chose qui se rapproche de la vérité, 42 peut-être, ou je ne sais pas quelle est la réponse. Et je me dis qu'en fait c'est pareil pour les technologies, quand on est sur un projet, on dit comment je fais, mais chacun, comme les guerres de religion en fait, on part sur nos technos, on part avec les technos qu'on connaît, et si je fais du PHP, hop j'y vais, je vais tout faire en PHP, ça va le faire. Si je fais du Python, pareil. Bon, vous doutez bien que d'après le titre de ma conférence, j'ai moi-même ma petite préférence. Et bien sûr, moi ma solution est la bonne, hein, je tiens à vous le dire tout de suite, mais je vais vous démontrer pourquoi les deux autres ne sont pas forcément la bonne solution. Donc avant d'aller plus en avant dans la présentation, je vais quand même me présenter, c'est la moindre des politesses. Donc je m'appelle Yann, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle ONG, donc c'est une agence web qui est basée sur Lille, à Eura Technologies, spécialisée en Ruby, mais pas que. Je suis aussi le cofondateur de The Artco, qui est un site de vente de photos d'art en ligne. Et je suis également intervenant pour des cours de programmation en Java au CNAM de Lille. Donc je fais quand même du Java, je ne suis pas complètement biaisé avec Ruby. Enfin si, vous allez voir que si. Mais... Donc, avant de commencer, donc petit disclaimer. Déjà j'aimerais faire un petit sondage. Qui ici fait du PHP? Du Java. Ouais, j'ai beaucoup plus de noms, je vais essayer de pas trop dire de mal de Java. .NET. Ça m'étonne même pas. Python. Ruby. Ok. Bon, il y a quand même quelques Ruby, c'était cool. Donc déjà, je vous préviens, ce talk c'est pas pour dire du mal des autres technos que Ruby déjà. Désolé pour la déception. C'est pas non plus et ça va vous sembler bizarre, mais c'est pas une présentation à propos de Ruby en fait. C'est une présentation à propos d'avoir l'esprit ouvert. C'est à propos de l'ouverture d'esprit en fait. Moi je suis un développeur Ruby principalement, ça me fait très plaisir, je m'amuse beaucoup avec cette techno. Mais avant ça, j'ai été freelance en PHP, en Java, en .NET, vous pouvez faire bout, il n'y a pas de souci. Et je m'intéresse aussi à pas mal d'autres choses pendant mon temps libre. Comme ces temps-ci, c'est surtout la programmation fonctionnelle. Il y a quelqu'un qui m'a mis là-dessus, qui m'a forcé limite à me mettre à Haskell, mais ça va, je m'amuse plutôt pas mal avec ça. Donc c'est quelqu'un qui est dans la salle que je ne citerai pas parce que pour préserver son anonymat. Donc qu'est-ce qu'on va voir pendant cette présentation?
On va d'abord voir la plupart des arguments contre Ruby qu'on peut voir un peu partout sur le net. Il y a toujours une espèce de guerre. Il y a des gens qui n'aiment pas Ruby et qui ont des arguments complètement farfelus. Donc on va en analyser quelques-uns puis on va montrer pourquoi ils sont stupides. Je vais essayer de vous dire pourquoi vous voudriez utiliser Ruby. Pour ceux, à part pour lesquels qui l'utilisent déjà, je vous félicite. Exactement, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si Ruby est prêt pour l'entreprise. Donc on va d'abord regarder de quoi on a besoin en entreprise. Qu'est-ce que les besoins d'entreprise? Est-ce que Ruby, c'est bien pour tout? Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, la réponse sera non, mais on verra pourquoi. Et enfin, on parlera un peu de JRuby, qui allie le meilleur de deux mondes absolument fantastiques. Et en conclusion, on verra qu'il faut, pour certains, repenser la manière dont on choisit les technologies pour un projet. Donc d'abord, les arguments contre Ruby. Donc, on m'a dit plusieurs fois que Ruby c'est naze. Donc, ce qu'on retrouve souvent, c'est Ruby c'est lent. Ruby c'est lent. Ruby c'est plus lent que PHP. Et c'est encore plus lent que Python aussi. Donc ça c'est un argument qui valait un peu le coup jusqu'en 2011. Et comme j'aime pas balancer des choses sans prouver, je vais juste vous le montrer. Donc j'ai préparé un petit bench. Donc voilà, donc je travaille avec une version de PHP qui est pas la plus à jour possible, mais qui est quand même pas si ancienne. Donc le petit programme de référence, ce sera une simple suite de Fibonacci récursive, rien de bien compliqué. Puis on va regarder. Donc a priori, PHP c'est vachement rapide. C'est ce que tu me disais la dernière fois, que PHP c'était vachement plus rapide que Ruby, il me semble. Donc on va voir. Bon, à la limite, pourquoi pas. Je sais combien de temps ça dure, hein, je vous laisse la surprise. « 46 secondes. Ah, c'est pas mal, c'est pas un calcul trivial. Je pourrais vous faire Python, mais ça dure une seconde de moins. Ça fait sur Python 3.3.3, ça fait 45 secondes. On va juste tester sur une version. Alors Ruby 1.8, effectivement, PHP est beaucoup plus rapide puisque ça dure 125 secondes, il me semble. On va juste regarder sur Ruby 1.9 ce que ça va nous donner. Ne vous embrouille pas, j'ai pas mis du Ruby 2.1, c'est bien du 1.9.3. Je vous montre aussi le code pour voir que j'ai pas fait un itératif pour vous embrouiller. Donc voilà, c'est juste exactement la même chose mais en Ruby. C'est pas la manière la plus efficace de l'implémenter non plus. Ouais, exactement. C'est ça. 18 secondes. Celui-là, il était pour toi. Sans déconner, celui-là, il était juste pour toi. Donc, voilà. Est-ce que c'est un argument? Est-ce que ça nous prouve quelque chose? Non, absolument rien.
ça prouve strictement rien parce que faire un benchmark sur un simple cas d'utilisation bien précis, ça démontre absolument pas les capacités d'un langage. Mais comme la plupart du temps, les gens qui ont des arguments contre Ruby ou contre d'autres langages, c'est la manière dont ils procèdent, je voulais juste démonter à quel point c'était incohérent comme manière de faire. Donc Ruby est plus lent que le reste, bah, a priori pour l'instant on n'en est pas convaincu, ça a l'air plutôt de se débrouiller, quoi. Ruby c'est jeune et ça manque de maturité. Alors sur ce coup-là, ok, c'est jeune et ça manque de maturité, donc on ne voudrait pas trop faire des applications d'entreprise avec. Bon, on va prendre l'argument, je vais un peu reparler de ma famille, comme au départ, je suis désolé, mais c'est parce que ma grand-mère a 104 ans, histoire vraie. Bon, elle ressemble à peu près à ça, en fait c'est pas Yoda que j'ai mis là, c'est sa photo. Mais question maturité, je pense que 104 ans, on peut dire que c'est quand même pas mal, quoi. On y va bien là. Et pourtant, je l'utiliserai pas trop pour faire des applications d'entreprise, ma grand-mère, donc bon, l'argument, je sais pas, je comprends pas. Après, Ruby est jeune. Alors on va rappeler un peu, PHP, ça sort en 1995. Java, c'est 94-95. Et Ruby, c'est quoi? Ah, c'est 1995 aussi. Donc bah, on me dirait que les gens ne se sont pas trop renseignés quand ils parlent. Alors peut-être qu'ils voulaient dire utiliser dans le développement web. Effectivement, PHP, Java, ça a peut-être été utilisé depuis plus longtemps dans le développement web. Mais bon, à ce moment-là, s'il faut absolument avoir cette maturité, ben, on fait tous des sites en S400 et puis voilà, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Donc c'est un argument qui colle pas non plus. C'est pas, on ne juge pas la qualité et la robustesse d'un langage à son temps d'utilisation en fait. Ruby a vachement capitalisé sur des erreurs passées commises par d'autres langages. Il y a eu Ruby on Rails par exemple pour le web. On reviendra après, c'est effectivement pas parfait, loin de là, et je suis pas un défenseur absolu de ce framework, mais il a rapporté des nouveaux paradigmes dans la programmation web qui étaient assez intéressants, et c'est vrai qu'il y a eu Django et 2-3 autres en même temps, mais ça a été une nouvelle vague de frameworks qui ont un peu changé la manière dont on faisait de la programmation web, et c'était intéressant si on disait il faut juste rester avec des vieux trucs, donc tout le monde continuera à faire du full stack J2E, et ce serait peut-être un peu dommage. Alors Ruby, c'est pas aussi populaire et utilisé couramment que PHP. On pourrait dire la même chose de Java. Donc bah, moi je propose qu'à ce moment-là, on fasse absolument tout en JavaScript. En plus, avec Node.js, on peut faire serveur, client. Il n'y a pas de souci parce que JavaScript, c'est le langage le plus populaire sur GitHub. Donc si ça marche à la popularité, il n'y a pas de souci. On peut laisser tomber PHP, Python et Java aussi. Il faut quand même dire qu'il y a pas mal d'entreprises qui utilisent Ruby, des noms connus, Airbnb, Twitter, ouais, Twitter utilise toujours Ruby, contrairement à ce que les gens pensent, pas que bien sûr. GitHub, tout simplement, qui eux utilisent Ruby en full stack. Ulu, Groupon, Shopify, enfin, c'est pas confidentiel, quoi, c'est pas utilisé que pour bricoler des petits scripts dans des coins par des DevOps. Alors celui-là, je l'ai vu, il m'avait fait un peu halluciner. Donc la communauté Ruby est condescendante et élitiste. Je l'ai vraiment entendu celui-là. Et je comprends pas. Je comprends juste pas. J'ai fait pas mal de conférences Ruby, l'ambiance est sympa. Pareil qu'un Jug pour les javaïstes. Enfin, j'ai vu personne. Enfin voilà. Celui-là, je le comprends juste pas. Je pense que il y a peut-être une confusion entre la communauté Ruby et la communauté Hype, Ruby on Rails, fanboy de David Heinemeier Hansson, qui lui, question effectivement condescendant et élitiste, il se pose un peu là, mais ça, c'est pas la communauté Ruby, quoi. C'est une petite partie de la communauté sur une partie très orientée du framework Rails. Donc c'est peut-être pas un argument global. Argument intéressant par rapport à la scalabilité. Donc pour rappel, cette espèce d'anglicisme, scalabilité, c'est la capacité à monter en charge. Donc Ruby serait pas très bon pour ça. Ça a été vrai il y a un temps. Maintenant on s'en sort plutôt pas mal. Il faut voir GitHub par exemple qui tient bien la charge. Il y a un service qui s'appelle BERT, qui est un service d'analytics
et de décisionnels qui traitent des énormes volumes de données, des terras de données mensuelles, qui tient très bien avec son stack Ruby. Donc c'est pas ce qui scale le mieux, on est bien d'accord là-dessus, c'est vraiment pas ce qui scale le mieux, mais c'est pas catastrophique au point de devoir l'éviter à tout prix. L'exemple de Twitter qui revient souvent, c'est Twitter, ils ont lâché Ruby pour aller sur Java parce que ça tenait pas la charge. Effectivement, c'est vrai. Alors ils n'ont pas lâché Ruby pour Java, ils ont lâché Ruby pour la JVM. Ils n'ont pas fait que ça, ils avaient un backend full MySQL, ils ont changé leur moteur de recherche par un Lucene. Donc le changement n'est pas anodin non plus. Donc ils ont tout changé d'un coup et ils ont dit effectivement on a multiplié les performances par 3. Les performances de Ruby n'étaient pas les mêmes non plus en ce temps-là. Je pense que maintenant, en architecturant mieux leur histoire et peut-être en migrant seulement quelques parties de leur service, ils auraient pu très bien se contenter de Ruby. Et les ingénieurs de Twitter, dans des articles, n'hésitent pas à lire non plus. Donc cet argument-là tient plus forcément la route non plus aujourd'hui. Celui-là est pas mal non plus, c'est difficile de trouver un bon développeur Ruby. Donc ça, quand je vais voir des clients, c'est quelque chose qu'on me dit aussi. On dit, on veut bien bosser avec ton agence, tout ça, mais si jamais tu peux plus travailler, comment tu fais? Des développeurs Ruby, il n'y en a pas. Effectivement, j'ai connu quelqu'un, donc je tairai le nom, mais qui aimait à dire que des développeurs PHP, tu tapais dans une poubelle, il y en a 10 qui sortaient. Certes. Trouver un bon développeur Ruby, c'est pas évident, je suis d'accord. Trouver un bon développeur PHP et un bon développeur Java, ça l'est pas non plus. Donc c'est peut-être juste qu'il y a moins de mauvais développeurs Ruby. Non, je commence à troller, je vais donner raison à l'argument d'avant, donc on va arrêter là. Celui-là, j'ai pas pu m'en empêcher. Je vais pas faire plus de commentaires, mais... Ouais, c'est vrai, ça marche pas bien sur Windows, ça je peux pas dire le contraire même. À part pour faire du .NET. Bon, j'ai essayé de pas être trop partisan non plus, mais j'ai un peu de mal. Alors pourquoi est-ce que vous voudriez utiliser Ruby? Bonne question. Bon, alors peut-être que là, effectivement, je vais être encore plus biaisé au niveau de mon point de vue, mais bon, peu importe, on va essayer. Donc déjà, Mats est super cool. Mats, c'est le petit japonais au milieu. Là, avec la flèche rouge, c'est moi. Donc Mats, en fait, c'est Yukihiro Matsumoto, pour nous, les rubyistes, mais comme on est des mecs super cool, on aime donner un surnom à l'inventeur du langage, donc on l'appelle Mats, parce que ça claque plus. Donc en fait, c'est pas un vrai argument, mais c'était juste pour me la péter, montrer que je l'avais rencontré. J'aime bien mettre ce slide-là, donc c'était... Voilà. Donc Ruby est libre, avec une licence open source hybride compatible GPL. Xavier, tu peux me confirmer que c'est open source, parce qu'il me semble que tu as lu le code source de Ruby. Donc c'est vraiment open source, quoi. Vous pouvez lire le code source de Ruby si vous aussi, vous n'avez que ça à faire. Donc c'est pas une véritable raison pour l'utiliser, certes, mais c'est pas une raison de ne pas l'utiliser non plus. Donc voilà, ça aurait pu être pire. La communauté est très active, c'est pas la seule, bien sûr, il y a beaucoup de communautés très actives, mais ça encore c'est une bonne raison, ça fait partie des langages qui sont intéressants. Ça, c'est un véritable argument parce que c'est un plaisir de travailler dans cette communauté. On a une question, on la pose sur Stack Overflow, elle est répondue rapidement, il y a des nouvelles gemmes qui sortent tout le temps. On sort une gemme, on publie un truc, il y a beaucoup de pull requests qui arrivent. Enfin, c'est assez agréable de travailler avec des gens motivés et qui aiment faire avancer les choses. Donc encore une fois, je ne dis pas que c'est la seule communauté comme ça, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est assez agréable d'en faire partie. Bon, purement subjectif, alors là on ne voit pas grand chose malheureusement, mais la syntaxe, quoi. Là, il y a juste une boucle for en PHP et un 10 times do en Ruby, donc je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais question syntaxe, il y en a un que je préfère à l'autre. C'est pas anodin en fait. Si on prend Uncle Bob, donc Robert C. Martin, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup, disait dans un de ses livres que normalement un bon code n'aurait pas besoin de documentation si vous devez documenter, sauf bien sûr pour une API, etc.
mais des méthodes internes, si vous avez besoin de mettre des commentaires dessus, c'est qu'elles ne sont pas assez explicites. Donc un bon code doit s'expliquer lui-même, être très expressif. Et je trouve que Ruby, pour ça, s'en sort pas mal, parce qu'un code Ruby bien écrit, ça peut se lire limite, littéralement comme de l'anglais. Et donc pour d'autres développeurs qui viennent sur le programme, c'est assez agréable à lire. C'est vrai qu'il y a d'autres langages aussi qui sont agréables à lire, il y en a qui ne le sont pas du tout. Sans être biaisé, lire un code source PHP ou un code source Java, c'est pas ultra agréable non plus. Et une dernière bonne raison, c'est que Ruby ne fonctionne pas bien sur Windows. Je suis désolé, j'ai pas pu m'empêcher de la faire encore. Donc voilà, une partie complètement biaisée, juste pour la blague. On va revenir à des choses un peu plus sérieuses. À continuer parce que j'arrive pas à être sérieux sur cette partie-là. Donc, beaucoup plus sérieux, de quoi l'entreprise a vraiment besoin. Enfin, beaucoup plus sérieux, si vous me pardonnez la blague complètement stupide que je me suis permis de faire. Donc bien sûr, l'entreprise a besoin d'une stack affreusement compliquée avec plein de configurations XML. Comme le Spring à l'ancienne, bon maintenant on met des annotations, mais c'est cool, on met des annotations partout. C'est bien, ça doit être compliqué parce que sinon ça peut pas être, ça fait pas sérieux quoi. Donc, ça peut pas être utilisé en entreprise. Faux, comme dirait l'autre. Ce qui compte en entreprise, c'est le time to market. Aujourd'hui, une entreprise a besoin d'être compétitive. Quand il y a un service, quand il y a une idée de service, quelque chose, il faut qu'il soit sorti vite. Entreprise, ça ne veut pas seulement dire des grands groupes qui font des millions de chiffres d'affaires, ça veut aussi dire des startups qui ont un service qui va peut-être avoir une forte croissance et qui doivent répondre vite à leur croissance, mais surtout arriver les premiers sur le marché où parfois c'est assez compétitif. Donc ça, c'est un facteur important. Et Ruby, et dans cette partie-là, je parlerai aussi pas mal de Ruby on Rails. Ça y répond beaucoup grâce par exemple au fameux Convention over Configuration. Ça veut dire qu'il y a des conventions de base qui évitent d'avoir à écrire de la configuration, etc. et qui permettent de lancer une application très vite. Le revers de la médaille là-dessus, c'est que du coup, il y a beaucoup d'applications dites d'entreprise qui sont dégueulasses parce qu'elles sont restées en mode le tutoriel du blog. Mais si c'est bien utilisé, ça permet d'aller très très vite, de réaliser une sorte de prototype puis de MVP. Donc, produit minimum viable. Et après, de capitaliser dessus, de construire, de rajouter peut-être des parties du service dans d'autres technologies, ça on le verra un peu après, pour consolider le tout, mais ça permet d'arriver très très vite quand on n'a pas une forte charge d'utilisateur. Le coût. Ah oui, forcément, si on développe plus vite et qu'on écrit moins de code grâce aux conventions, etc., il y a au bout d'un moment, ça va coûter moins cher. Et même pour les grosses entreprises, ben, l'argent, ça compte toujours malgré tout. Même quand des fois on voit comment certaines boîtes crament leur budget pour rien, même pour eux, des fois quand on leur parle, on a l'impression que l'argent c'est important. Donc les entreprises de plus en plus se tournent vers des solutions basées sur Ruby pour améliorer leur productivité, la productivité de leurs équipes. J'avais vu une conférence d'ailleurs pas mal là-dessus pour un gros client, il y a une agence américaine qui migrait toute une partie d'un système en Java vers Ruby pour après pouvoir capitaliser et développer la suite plus facilement. Sans pour autant laisser tomber les grosses parties importantes en Java. Ça c'est important aussi, c'est que on peut utiliser les deux, on le verra un peu après. La sécurité. Donc là, je dirais que Ruby est juste pas mal, c'est pas exceptionnel, il y a des failles de sécurité qui sont découvertes de temps en temps. Elles sont patchées relativement vite, c'est pas des trucs ultra critiques non plus. Dans Rails, c'est un peu plus problématique. Je pense par exemple à une époque, une faille qui avait fait pas mal de bruit, qui avait causé à GitHub de se faire entre guillemets hacker. Donc il y a un mec qui avait réussi à avoir les full access sur le repository de Rails. Avec une faille toute bidon, c'était les paramètres des formulaires n'étaient pas restreints et donc il a pu passer un paramètre hors formulaire en faisant une requête directement sur le service et se rendre admin d'un repo. Donc ça après ça a été corrigé avec l'introduction dans un premier temps des attributs accessibles. Donc ça permet de dire au niveau d'un modèle
tel attribut peuvent être accédés à partir d'un formulaire, d'autres doivent être affectés explicitement. Par la suite, dans la dernière version de Rails, il y a eu un autre modèle qui a été mis en place pour faire ça au niveau des contrôleurs qui s'appelle les strong parameters. Donc ça a répondu à cette faille, mais c'est vrai que c'était une faille quand même assez critique et que dans Rails, il peut arriver qu'il y ait des failles assez critiques. Généralement, elles sont corrigées assez vite aussi. Donc au niveau de la sécurité, je dirais pas top, mais pas rédhibitoire non plus. L'adaptabilité. Donc l'adaptabilité, c'est la capacité à répondre aux changements. Ce qu'on appelle être agile. Donc ça veut dire que si on est sur un marché ultra compétitif, en évolution constante, on va pouvoir répondre aux évolutions du marché rapidement. Et pour ça, encore une fois, moins il y a de code qui est écrit, plus le code est compréhensible, plus de nouveaux développeurs peuvent rejoindre l'équipe, plus on peut réagir rapidement aux changements. Donc pour ça, on l'a vu, Ruby et Rails, c'est vraiment pas mal, parce qu'avec les conventions et tout, ça permet d'écrire moins de code. Donc pour ça, c'est plutôt un bon point qui irait dans le sens de c'est pas mal pour l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a besoin aussi? On a besoin de technologies assez rapides. On n'a pas dit ultra rapide, mais assez rapide. Assez, c'est assez. Ça veut dire que sur un front web, par exemple, on n'a pas besoin de quelque chose à la rapide de l'éclair, qui est aussi rapide que l'éclair. On n'a pas besoin de faire un front-end web en C. La plupart du temps, Ruby, PHP, Python, ça va suffire pour un frontal web. Et dans un premier temps, pour une application complète aussi. Si on commence à avoir des traitements critiques avec des calculs lourds, etc., que souvent on va réaliser en tâche de fond, parfois on a besoin d'une autre techno plus performante à laquelle on fera appel. Mais à ce moment-là, on peut se permettre pour cette partie en particulier d'avoir un temps de développement plus long, puisqu'on gagne du temps globalement sur ce qui n'a pas besoin de haute performance. Donc pour moi, et d'après mon expérience, Ruby c'est assez rapide pour la plupart des tâches dans le web. Pas toutes, mais la plupart. Donc c'est un point intéressant aussi. La scalabilité, on en a parlé tout à l'heure. Souvent on confond, certains pensent que c'est une question de vitesse. C'est pas une question de vitesse, c'est une question de ne pas dégrader les performances quand la charge augmente. Et surtout ne pas perdre de requêtes, etc. Donc maintenir un niveau de service constant avec la montée en charge. Donc là encore, si une architecture est bien faite, si l'infrastructure tient le coup, etc., la techno est rarement en cause. D'ailleurs, je veux dire, le langage en lui-même est rarement en cause. On voit que les bouchons se situent généralement au niveau de la base de données, au niveau des accès système, etc. Donc, le langage, pour ça, encore une fois, Ruby, PHP, Python, c'est assez bon au niveau de la scalabilité. Enfin, la maintenabilité, donc la capacité qu'on a à maintenir le code dans le temps, parce que ça, c'est aussi genre super important. Donc, est-ce que des nouveaux développeurs, encore une fois, vont pouvoir comprendre et reprendre une base de code facilement? On a parlé de l'expressivité de Ruby, des conventions de Rails qui permettent à un nouveau développeur d'arriver et déjà d'avoir en tête les conventions du projet. Donc ça, c'est encore un bon point pour la maintenabilité. Un code expressif, moins de code écrit, c'est plutôt pas mal. Donc pour moi, c'est gagnant. Ça veut dire Ruby peut être utilisé en entreprise. Donc bien sûr, encore une fois, me comprenez pas mal, je dis pas que Ruby peut servir à tout en entreprise et que c'est l'outil parfait, on le verra après, mais ça peut être utilisé en entreprise. Il a sa place parce qu'il a des défauts qui sont certes réels mais qui ne sont pas rédhibitoires, et il a des avantages qui fait que ça vaut le coup de le considérer. Alors, est-ce qu'il est bon pour tout? Non. Si jamais vous voulez faire du temps réel, ce ne sera pas une bonne solution. Si vous voulez faire des calculs intensifs, des systèmes qui réalisent des calculs intensifs et lourds en ressources, bah, Ruby, ça a tendance à bouffer aussi un peu de mémoire et un peu de processeur plus qu'il n'en faut, donc ce ne sera pas non plus une solution parfaite pour ce type de choses. Pour les systèmes distribués, clairement non. Vous tournez-vous franchement vers des langages fonctionnels pour ce genre de choses, notamment Erlang qui est énormément utilisé pour ce genre de choses, Haskell éventuellement. On peut faire du fonctionnel avec Ruby, mais il manque quelques aspects fondamentaux qui font que ça ne marche pas bien.
Si la scalabilité est vraiment critique, c'est-à-dire que vous avez des gros pics de charge d'un coup, etc., complètement imprévisibles, il faut peut-être y revoir à 2 fois aussi, mais c'est pas tous les services qui ont ces problématiques-là non plus. Donc dans ces cas-là, effectivement, il faudra peut-être vous tourner vers d'autres technos. Dans les autres cas, Ruby aura très certainement une place intéressante dans votre boîte à outils. On peut passer aux choses vraiment sérieuses avec Ruby, avec quelque chose qui s'appelle JRuby. Donc JRuby, qu'est-ce que c'est? En fait, jusqu'à maintenant, quand on parlait de Ruby avec les tests que j'ai fait tout à l'heure, les benches que j'ai fait tout à l'heure, c'était le Ruby MRI, donc c'est un des interpréteurs, c'est l'interpréteur principal qui est écrit en C. MRI, pourquoi? Pour Mats, donc le créateur du langage que je vous ai montré tout à l'heure, Ruby Interpreter. C'est pas la seule implémentation. Il y en a d'autres, les plus connus étant Rubinus et JRuby. Donc JRuby, c'est Ruby pour la machine virtuelle Java. Donc ça permet vraiment de rassembler le meilleur des deux mondes et de faire des choses assez intéressantes. Donc on va voir quelques exemples. Donc déjà, dans un premier temps, ça permet de dépasser une limitation bien connue du MRI qui est le GIL, donc le Global Interpreter Lock. Donc qu'est-ce que c'est que le GIL? En gros, très brièvement, ça permet au code d'être thread safe. Ça veut dire de ne pas, à deux processus, de ne pas accéder, enfin deux threads, de ne pas accéder à une zone mémoire en même temps et de créer soit une race condition, soit d'écraser des valeurs. En simplifiant, grosso modo, c'est ça. Ça permet à toutes les valeurs en mémoire de rester intègres. Le gros problème, c'est que si vous voulez paralléliser votre code, vous allez paralyser le truc et vous allez constater, j'ai pas d'amélioration de performance ou à peine. Vous allez un peu ouvrir votre moniteur système et vous allez voir que même si vous avez un quad-core, vous n'avez qu'un corps qui travaille à chaque fois. Et vous allez vous demander pourquoi. C'est le Global Interpreter Lock qui est à l'œuvre et en fait qui me permet en fait à un seul thread Ruby de ne fonctionner en même temps. Donc il map à chaque fois un thread Ruby sur un thread du kernel. Et donc au final, on n'a pas de gain en performance. Et si on veut vraiment avoir des processus exécutés en parallèle, il faut, des tâches exécutées en parallèle, vraiment il faut démarrer plusieurs processus Ruby, chacun avec leur zone mémoire, etc. Et avec les problèmes que ça comporte. Donc après on peut utiliser le modèle d'acteur un peu à la AK, pour ceux qui connaissent, avec des bibliothèques qui s'appellent par exemple Celluloid ou des choses comme ça, mais ça reste pas ultra pratique non plus. Par contre, JRuby, lui, lève complètement cette problématique et supprime le GIL. La contrepartie étant que cette fois-ci, faites attention à écrire un code thread safe, sinon ça peut vite devenir problématique. Mais en tout cas, cette fois-ci, vous pouvez commencer à lancer plusieurs threads et vous pourrez constater que tous vos corps sont utilisés en parallèle. Donc là, on peut avoir des très sérieux gains de performance là-dessus. Donc voilà ce que permet de faire JRuby dans un premier temps. Bien sûr, ça va au-delà de ça. Il y a la question de la performance aussi. Donc c'est la JVM, donc c'est compilé en bytecode Java. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est aussi performant que Java? Non, ça ne va pas être aussi performant que du Java, bien sûr. Pourquoi? Parce que Ruby, ça reste un langage dynamique. Donc malheureusement, il y a toujours la VM doit toujours inférer les types, ce genre de choses. Mais depuis Java 1.7, il y a quelque chose de pas mal qui est sorti, qui s'appelle Invoke Dynamics, et c'est quelque chose de vraiment terrible, quoi. Je ne rentrerai pas dans les détails de ce que c'est maintenant, mais ça permet de énormément booster les performances. Pas seulement pour JRuby, mais aussi pour Jython et Groovy, d'autres langages dynamiques en fait. Donc ça c'est assez intéressant, on se rend compte qu'on a des performances de plus en plus intéressantes là-dessus. Ça c'est vraiment très bien. Ça c'est très bien, c'est-à-dire qu'on peut appeler du code Java depuis Ruby.
Donc là, j'ai un exemple que je vais vous montrer en plus grand, je l'ai dans mon éditeur de texte. Mais donc, on a en haut une classe Java, et en bas du code Ruby qui appelle cette même classe Java avec une syntaxe Ruby. Ça veut dire qu'on a des getters à la Java, quoi, get, donc là on a une propriété name avec un getter et un setter, get name et set name. Et on voit qu'en Ruby, on accède simplement à name comme si c'était une simple propriété, on peut l'affecter avec un simple égal. Donc JRuby, pour vous, fait la conversion entre les getters à la Java, que vous pouvez toujours appeler bien sûr en Ruby avec cette syntaxe-là si vous voulez, mais vous propose en plus un mapping vers une syntaxe plus Ruby-like, je dirais, qui est assez agréable à écrire. Donc ça veut dire que vous pouvez utiliser des codes des classes Java, vous pouvez utiliser des bibliothèques Java pour certaines qui sont très performantes dans certains cas. Donc si vous avez des tâches assez particulières à réaliser pour lesquelles il y a une bibliothèque Java qui est très bien et qui n'a pas d'équivalent en Ruby ou que les équivalents en Ruby ne sont pas assez performants, vous pouvez directement faire appel à des classes Java et les utiliser. Donc je vais juste vous montrer un petit exemple sur ce que je viens de... sur cette chose-là. Donc, donc voilà, là j'ai ma classe Java. Donc voilà, j'ai créé une classe personne avec un first name, un last name, donc et les getters et les setters qui vont avec. Donc rien de fantastique. Si ce n'est que là en Ruby, je peux faire quelque chose comme ça. Donc j'ai juste qu'à instancier ma classe personne, comme si c'était une classe Ruby au final. Je peux faire une affectation de la manière suivante. On va lui mettre une majuscule quand même, poli. Et donc, il faut que je compile ma classe Java, bien sûr. Alors, je vais aller dans mon répertoire, c'est plus simple. Et là, je peux faire et donc, je vois que j'affiche bien les valeurs que j'ai affectées à first name et last name. Mais il y a mieux. Il y a mieux. Si jamais je voulais pouvoir afficher le full name pour l'afficher bien, donc first name espace last name, je peux aller dans ma classe Java et rajouter une méthode getFullName où je peux faire la chose suivante. Ruby est assez puissant au niveau de ce qu'il permet de faire en métaprogrammation, surtout qui permet de le faire très simplement. Donc je vais pouvoir réouvrir ma classe personne en fait de la manière suivante et lui rajouter dynamiquement la méthode qui m'intéresse. Ça c'est fait, voilà. Donc sur quoi, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Forcément, si j'instancie ma classe avant de la réouvrir, on ne va pas aller loin. C'est ce que je voulais faire. Voilà. Ça c'est fait. Bah, normalement, j'ai pas besoin de recompiler ma classe Java vu que je l'ai réouverte.
Ouais, non, si, ouais, ça a du sens déjà, ça. C'est pas top, effectivement. En plus, je l'ai testé, ça marchait, mais là, je sais pas ce que je fais comme ça. Bon, peu importe. Peu importe, en théorie, on peut le faire et ça marche. Si j'ai le temps à la fin, j'essaierai de retrouver la syntaxe correcte. C'est les aléas du direct. Vous pouvez bien sûr accéder à du code Java, mais pas que. Je vais peut-être remettre les slides d'ailleurs. Vous avez aussi accès à Clojure, Scala, Groovy, donc un peu tous les langages de la JVM, et là ça devient franchement intéressant. Autre chose vachement bien, Torquebox. Torquebox en fait c'est JBoss, c'est construit sur JBoss, donc le serveur d'application. C'est pour les applications RAC, donc les applications web Ruby. Sinatra, Rails par exemple. Donc ça fournit vraiment pas mal de choses de base. Alors il y a d'autres serveurs qui conviennent pour JRuby, mais celui-là est vraiment bien. Il y a un problème sur, on parlait de scalabilité tout à l'heure, il y a quand même un problème sur les applications web Ruby classiques, c'est que les infrastructures sont un peu galères à mettre en place. Il s'agit tout le temps déjà au niveau des serveurs de spawner des process Ruby au besoin, etc., de les couper si on utilise Unicorn par exemple. Donc du coup il faut monitorer tout ça pour les relancer s'ils plantent, les tuer s'ils crashent et qu'ils ne veulent pas s'arrêter. Enfin, il y a tout un tas de choses à mettre en place. Pour le load balancing, etc., c'est pas forcément évident. Là, ça rend le clustering, le load balancing, etc. extrêmement facile. C'est JBoss et les serveurs d'application Java, ils ont quand même pas mal de vécu là-dedans et c'est fait pour. Il fournit plein d'autres choses, du messaging via Hornet Queue, des daemons, donc des processus qui démarrent en même temps que l'application et qui s'arrêtent en même temps que l'application. Pas besoin de les gérer séparément au niveau de l'OS. C'est assez agréable. Des jobs programmés, donc à la cron, mais gérés par le conteneur lui-même. Des tâches, du messaging, donc ça je l'ai dit. Les WebSockets aussi. Vous pouvez faire du push WebSocket de base grâce à ce qu'ils appellent les stomps. Enfin, c'est juste très bien, quoi. JDBC avec tout ce que ça a comme avantage pour accès aux bases de données SQL. Enfin, très bon outil. Et là, on commence vraiment à être dans du sérieux pour faire du Ruby à un niveau d'entreprise. Bien sûr, ça veut dire, vu que c'est un JBoss, ça veut dire que vous pouvez faire tourner n'importe quelle application Java, Scala, Clojure, n'importe quoi compilé en bytecode Java dans votre conteneur en même temps. Et donc on arrive à quelque chose d'assez pratique pour avoir un environnement hétérogène. Je terminerai sur une chose, c'est de dire le Think Different de Pineapple. C'est-à-dire quand vous envisagez un projet, en fait, il y a trop de gens qui se lancent, comme je disais au départ, avec une techno qui veulent tout faire avec. Là, j'ai pas mal parlé de Ruby, pourquoi il fallait l'utiliser, pourquoi c'était bien, etc. Pourquoi moi j'aimais bien les choses super qu'on pouvait faire avec. Cette présentation-là, vous pourriez la refaire avec quasiment n'importe quel langage. Quasiment, peut-être quand même pas PHP, quoi, je ne vais pas exagérer, mais quasiment n'importe quel langage. Parce que tout langage a des forces, des faiblesses, et on peut lui trouver un intérêt dans certaines situations. Donc une véritable application, il faut essayer de prendre un peu plus de recul, de ne pas réfléchir comme un simple technicien, mais comme un vrai développeur, c'est-à-dire quelqu'un qui a plusieurs outils à sa disposition et qui sait utiliser les bons dans le bon cas de figure. Et une application, ça ne va pas être que le langage, ça va être aussi le data store, est-ce que vous mettez du SQL, du NoSQL, ça va être tout ce qui tourne autour, donc s'il vous faut des queues, s'il faut des ordonnanceurs. Il faut regarder tout ça
et se dire pour telle partie, telle techno sera la mieux. J'ai un job extrêmement gourmand à exécuter, je le fais en Scala. J'ai une partie, un front web qui sera léger, qui servira juste de DSL pour passer des requêtes au reste de mon application. Ruby, c'est très bien, ça permet d'être productif. Voilà, choisissez toujours la bonne techno pour le bon job. Et surtout, une dernière chose, apprenez d'autres technologies, allez chercher ailleurs, regardez ailleurs, même si c'est des langages que vous n'utiliserez jamais, apprenez-les si vous avez du temps, ça vous permet d'avoir une perspective différente sur votre propre langage et de progresser. Vous progresserez toujours en apprenant d'autres technos, ça c'est sûr. Et faites-vous plaisir, rendez-vous le service, apprenez à scaler. Si vous avez des questions.